Scott Consinquette se tenait à la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café à la main, regardant le SUV noir s'engager dans son allée. Le moteur s'arrêta dans un cliquetis sec qui résonna dans l'air matinal. Quelque chose clochait immédiatement. Véronica avait 3 heures d'avance et ne se présentait jamais sans appeler. Elle sortit, ses mouvements rapides et précis. Même à 15 mètres de distance, il pouvait voir la tension dans ses épaules. Sa posture habituelle, parfaite, semblait forcée, comme si elle se maintenait par la seule force de sa volonté. En 12 ans comme infirmier en traumatologie, Scott avait appris à déchiffrer le langage corporel comme d'autres lisent des livres. Stress, douleur, déception, tout cela laissait des traces physiques. Véronica portait les 3 comme un uniforme. Elle ouvrit une portière arrière et Holly en sortit, traînant une valise qui semblait trop grande pour sa petite silhouette. Scott fronça les sourcils. Sa nièce de 6 ans portait habituellement un sac à dos pour les visites du week-end. On aurait dit qu'elle emménageait. La porte d'entrée sonna. Scott l'ouvrit avant que Véronica n'ait pu frapper 2 fois. Scott. Le sourire de Véronica semblait peint. Merci de l'avoir accueilli si rapidement. Holly se tenait derrière sa mère. Silencieuse. Trop silencieuse. La gamine qui d'habitude courait vers lui pour des câlins, bavardant de l'école, des amis et du dessin animé qu'elle avait regardé le matin, fixait maintenant le sol comme si elle avait peur de croiser son regard. Ses petites mains agrippaient les sangles d'un sac à dos qui semblait plein à craquer. « Quelle est l'urgence ?» demanda Scott, tandis que son instinct d'infirmière prenait le dessus. Quand des gens débarquaient à l'improviste avec des sacs trop chargés et des enfants nerveux, il y avait généralement plus à raconter. Stratégie hors site à Seattle. 3 jours. L'entreprise nous fait venir en avion ce soir. Véronica sortit un autre sac du SUV, un grand sac de sport qui semblait assez lourd pour contenir une semaine de vêtements. Je sais que c'est soudain, mais je n'ai pas le choix. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Scott l'ignorait. En fait, Véronica travaillait pour une petite agence de marketing qui gérait les restaurants et les boutiques du coin. Le genre d'entreprise qui organisait des réunions dans des cafés, pas dans des résidences de luxe à Seattle. Scott scruta son visage à la recherche d'anecdotes. En Afghanistan, bien cerner les gens faisait toute la différence entre tomber dans une embuscade et rentrer chez soi vivant. Aux urgences, il s'agissait d'attraper les patients qui mentaient sur leurs symptômes jusqu'à ce que leur état devienne critique. Véronica affichait la même expression que ses patients, les yeux perdus dans le vide, la bouche serrée par une tension contenue, les mains un peu trop agitées. Depuis quand les consultants marketing ont-ils des centres d'urgence ? Il insista. Puisqu'ils paient des sommes à 6 chiffres et que je ne peux pas me permettre de refuser. Elle posa le sac assez fort pour faire un bruit sur ses marches en béton. Écoute, je ne veux pas t'embêter, mais Holly ne peut pas manquer l'école et la babysitter à une gastro. Holly tira sur la chemise de Scott avec l'empressement d'un enfant qui a quelque chose d'important à dire, mais ne peut pas le dire devant des adultes. Il s'agenouilla à sa hauteur, rapprochant son visage du sien. C'était le moment où les enfants chuchotaient des secrets, demandaient à manger ou se plaignaient de l'heure du coucher. Dis donc, ma puce. Ça te dérange de rester ici quelques jours ? Holly hocha la tête, mais ses yeux exprimèrent quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui serra la poitrine de Scott, avec le même sentiment qu'il avait éprouvé dans les zones de combat lorsque le silence durait trop longtemps. Quand tout semblait normal, mais que votre instinct vous criait que le danger arrivait. Véronica vérifia son téléphone. Il faut vraiment que j'y aille. Le vol est à 7 heures. Vous avez fait vos bagages pour un mois. Scott souleva un des sacs de Holly. Lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Juste des vêtements. Vous savez comment sont les enfants. Véronica recula vers sa voiture. J'appellerai ce soir à l'atterrissage. Elle démarra sans serrer Holly dans ses bras. Au revoir. Scott regarda le SUV disparaître au coin de la rue. Quelque chose n'allait pas. Véronica n'évitait jamais autant le contact visuel. Jamais les conversations précipitées. Jamais partait sans instructions détaillées sur la routine de Holly. Oncle Scott. La voix de Holly était à peine un murmure. Il se tourna vers elle. Elle paraissait plus petite que d'habitude, comme si elle essayait de disparaître dans sa veste. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Holly jeta un coup d'œil autour d'elle dans le jardin, scrutant les recoins, la rue, les fenêtres, comme si elle guettait une menace. Puis elle s'approcha et murmura des mots qui changèrent tout.
Des mots qui frappèrent Scott comme des éclats d'obus d'engin explosifs improvisés. Il faut partir maintenant. Sa façon de le dire, non pas comme une enfant effrayée, mais comme un soldat donnant des renseignements, fit sonner toutes les alarmes dans la tête de Scott. Chez les marines, quand quelqu'un disait « Partez maintenant », on ne posait pas de questions. On prenait son équipement et on partait. Aux urgences, quand le regard d'un patient disait « Aidez-moi », on laissait tout tomber et on agissait. Le regard de Holly disait les deux. L'entraînement de Scott s'était déclenché automatiquement. 12 ans dans les marines avaient ancré certaines réactions dans son système nerveux. Quand quelqu'un en qui vous aviez confiance vous disait de partir maintenant, vous ne débattiez pas et ne demandiez pas d'explication. Vous reconnaissiez la menace et agissiez. En Afghanistan, l'hésitation faisait des morts. En médecine d'urgence, les retards coûtaient des vies. Holly n'était ni une marine ni une patiente traumatisée, mais sa voix exprimait la même impulsion et la même autorité. Quelque chose avait semé la peur chez cet enfant, cette peur profonde qui faisait fuir les gens intelligents. D'accord. Scott garda une voix calme et posée, comme il avait appris à le faire lorsqu'il parlait à des patients sans mais encore conscients. Allons chercher une glace. Ça vous tente? Holly hocha vivement la tête, le soulagement inondant son petit visage. Elle lui faisait confiance pour entendre ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Scott attrapa ses clés et son portefeuille sur le comptoir de la cuisine. Il faut juste que tu sortes tes sacs de la voiture. Laisse-les. La main d'Holly se tendit brusquement, agrippant son poignet avec une force surprenante pour un enfant de 6 ans. Ses doigts étaient froids contre sa peau. S'il te plaît, laisse-les. Le désespoir dans sa voix le força à prendre sa décision. Quoi qu'il y ait. Dans ses sacs, quoi que Véronica ait prévu, Holly en avait plus peur que d'abandonner ses affaires. D'accord, juste une glace. Puis ils se dirigèrent vers son camion, le regard de Scott scrutant machinalement les menaces potentielles. La berline bleue de l'autre côté de la rue n'était pas là quand Véronica était arrivée. Les vitres teintées empêchaient de voir à l'intérieur, mais il pouvait percevoir le faible miroitement de chaleur du pot d'échappement. Moteur tournant, chauffeur attendant, Scott souleva Holly sur le siège passager et la boucla avec un calme délibéré. Routine normale, rien d'urgent, mais sa vision périphérique suivait la berline tandis que ses mains effectuaient les gestes familiers du démarrage et du réglage des rétroviseurs. Holly, peux-tu mettre la main dans la poche de ta veste? Vérifie si tu n'as rien dedans qui ne t'appartient pas. Elle fouilla et en sortit un téléphone. Un rectangle noir. Certainement pas le téléphone à clapet rose avec des autocollants de dessins animés car on lui avait acheté pour les urgences. Ce n'est pas le tien, si? Non. Holly fixa l'appareil comme s'il allait la mordre. Maman l'avait mis là ce matin. Elle disait que c'était pour pouvoir me retrouver si je me perdais. Le sang de Scott se glaça. Il s'arrêta dans une station-service à 3 pâtés de maison de là et se gara derrière le bâtiment, hors de vue de la rue. La berline les suivit à mi-chemin, puis continua sa route. Lorsque Scott entra dans le parking, il prit le téléphone des mains de Holly et l'examina attentivement. L'écran affichait plusieurs applications tournant en arrière-plan. Un système de localisation affichant leurs coordonnées exactes. Un enregistreur audio avec un horodatage indiquant qu'il était actif depuis 6 heures. Un outil appelé « localisation de famille » avec une carte détaillée indiquant leur position actuelle d'un point rouge. Quelqu'un ne se contentait pas de les observer. Quelqu'un suivait chacun de leurs mouvements et écoutait potentiellement leurs conversations. Holly, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Quelqu'un nous observe à travers ce téléphone. Je vais l'éteindre et nous allons prendre une autre voiture. Peux-tu être courageuse pour moi? Oui. Scott éteignit le téléphone et retira la batterie. Il appela sa voisine Darla depuis son propre téléphone. Darla, Scott, j'ai besoin d'emprunter votre voiture quelques heures. Urgence. Bien sûr, ma chère. Les clés sont sous le nain de jardin. 10 minutes plus tard, Scott et Holly étaient assis dans la vieille Honda de Darla, roulant vers l'autre bout de la ville. Personne ne les suivait. Le Pineview Motel était situé dans une rue calme bordée de grands sapins qui bloquaient la majeure partie de la lumière de l'après-midi. Scott l'avait choisi spécialement pour son isolement. Pas d'autoroute fréquentée, pas de chaîne de restaurants, pas de caméras de sécurité susceptibles d'enregistrer leurs déplacements. Le genre d'endroit qui louait des chambres à la semaine à des ouvriers du bâtiment et des routiers qui payaient comptant sans poser de questions. Scott paya 2 nuits d'avance et porta Holly à la chambre 15.
L'espace était propre mais basique. 2 lits doubles avec des couvre-lits à fleurs délavées. Une petite table avec des chaises dépareillées. Une salle de bain qui sentait légèrement le désinfectant industriel. Mieux qu'à la maison en ce moment. Plus en sécurité qu'à la maison. Holly était assise sur le lit le plus proche de la porte, balançant les jambes et regardant autour d'elle avec la souplesse propre aux enfants. Elle ne s'était pas plainte une seule fois d'avoir laissé ses jouets ni demandé quand il rentrerait. Cela inquiétait Scott plus que si elle avait pleuré. « Tu as faim ?» demanda-t-il. « Un peu. » Ils marchèrent 3 pâtés de maison jusqu'à un restaurant appelé Murphy's. De l'alcool rouge en vinyle, poli par des décennies de clientèle. De la musique country diffusée par des enceintes qui n'avaient probablement pas été modernisées depuis l'administration Carter. Le genre d'endroit où personne ne regardait à 2 fois un homme et une jeune fille dînant ensemble. Où la serveuse appelait tout le monde à et s'occupait de ses affaires. Scott commanda des hamburgers et des frites pour eux deux. Holly piocha dans sa nourriture avec la précision mécanique de quelqu'un qui mangeait par obligation, et non par envie. Son bavardage habituel sur ses camarades de classe et ses émissions de télévision préférées était complètement absent. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé à la maison ?» demanda-t-il. Holly regarda autour d'elle. 2 camionneurs au comptoir, une vieille femme lisant le journal. Personne assez près pour entendre. Papa n'est pas tombé dans le lac. Elle murmura que le sang de Scott se glaça. Aaron s'était noyé 3 mois auparavant. Morte accidentelle, disait le coin, il avait glissé sur des rochers mouillés en pêchant. Comment ça? Il était réveillé quand maman l'a poussé. Il a essayé de nager, mais elle lui a maintenu la tête baissée. La voix de Holly restait monotone, comme si elle lisait un manuel. Maman a crié qu'il aurait dû signer quelque chose. Puis il s'est tu. Les mains de Scott se sont crispées sous la table. Aaron était un bon nageur. Depuis qu'ils étaient enfants. Holly, es-tu sûr de ce que tu as vu? Je ne mens pas, oncle Scott. Tu le sais. C'est vrai. Holly n'avait jamais menti en 6 ans. Même pas un petit mensonge. Où étais-tu quand c'est arrivé? Derrière un grand arbre au bord de l'eau. Maman pensait que je faisais la sieste dans la voiture. Holly a pris une petite bouchée de son hamburger. Elle a appelé les secours plus tard. Beaucoup plus tard. L'esprit de Scott s'est emballé. Si Holly avait raison, alors la mort d'Aaron n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et Véronica préparait quelque chose qui nécessitait la disparition de Holly. Ils ont fini de manger et sont retournés au motel. Holly s'est endormie en regardant des dessins animés pendant que Scott ouvrait son ordinateur portable. Aaron était paranoïaque à propos de la sécurité numérique, un trait de caractère qui avait agacé Véronica, mais qui s'est avéré utile maintenant. Il avait appris le chiffrement et la protection des données au cours de ses 15 années de travail dans le support technique. Il prétendait toujours que les pirates et les voleurs d'identité étaient partout. Il protégeait tout par mot de passe, sauvegardait ses données à plusieurs endroits et les organisait avec la même attention méticuleuse qu'il portait à sa boîte à pêche et à son matériel de pêche. Mais Scott connaissait le système de sécurité de son frère mieux que quiconque. Aaron utilisait le même schéma depuis l'université, une combinaison du nom de leur chien d'enfance, rangé, de leur unité de marine, du 2e bataillon et de dates importantes de leur histoire familiale. Scott l'avait taquiné à ce sujet pendant des années, disant que ce n'était pas aussi sécurisé qu'Aaron le pensait. Ce soir-là, cette prévisibilité était un cadeau. Scott s'est connecté au stockage cloud d'Aaron avec rangée 2 et bataillon dès 1985, l'année de son engagement. Des centaines de fichiers remplissaient la structure du répertoire. Des dossiers financiers remontant à 10 ans. Des documents professionnels de diverses entreprises technologiques. Des photos personnelles de sorties de pêche et de réunions de famille. Le tout dans un dossier intitulé « Personnel légal », qu'Aaron avait créé seulement 4 mois avant sa mort. Dans ce dossier, Scott trouva ce qu'il cherchait, un sous-dossier intitulé « Affaires d'assurance ». La demande d'assurance vie de la mutuelle était un document complet de 12 pages détaillant les montants de couverture, les désignations de bénéficiaires, les exigences relatives aux antécédents médicaux, une couverture de 2 millions de dollars, la bénéficiaire principale, Holly Conqued, âgée de 6 ans, la bénéficiaire secondaire et tutrice légale, Véronica Concinqued. Scott parcourut chaque page attentivement, lisant les petits caractères avec le souci du détail que sa formation médicale lui avait inculqué. Tout était rempli avec exactitude, professionnalisme,
exactement comme Aaron abordait chaque document important de sa vie. Tout sauf la page de signature. Le nom d'Aaron était tapé en bas, mais la ligne de signature restait vide. Scott parcourut les propriétés du document. Dernière modification 2 jours avant le décès d'Aaron. Son téléphone vibrait. Un SMS de Véronica. « Comment va Holly ? Tout va bien ?» Scott répondit. Elle dormait, mais tout n'allait pas bien. Si Holly avait raison, Véronica avait tué Aaron pour une police d'assurance qu'il n'avait jamais signée. Et maintenant, elle avait besoin de la garde légale d'Holly pour déposer une réclamation frauduleuse. Scott ferma l'ordinateur portable et vérifia les serrures. Demain, il commencerait à monter un dossier. Ce soir, il assurerait la sécurité de Holly. Dehors, une voiture passa lentement. Scott observa à travers les rideaux jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent dans l'obscurité. Scott se réveilla à l'aube. Habit militaire. Holly dormait encore, blotti sous la fine couverture du motel comme un petit animal en quête de chaleur. Il prépara du café à la machine de la chambre et planifia sa journée. Première étape, confirmer la version de Holly. Si Aaron avait été assassiné, la preuve serait dans le rapport d'autopsie. Le docteur Martinez avait pratiqué l'autopsie d'Aaron. Scott le connaissait de l'hôpital. Ils avaient travaillé ensemble sur des cas de traumatisme. Martinez était minutieux, prudent, honnête. Scott appela le bureau du comté. « Docteur Martinez, ici Scott Consinked. J'aimerais discuter de l'autopsie de mon frère. » « Scott, je suis désolé pour votre perte. En quoi puis-je vous aider ? » Curiosité professionnelle. J'ai examiné les circonstances et certains détails ne concordent pas. Pouvez-vous venir cet après-midi ? Moi aussi, j'ai du temps libre. Holly se réveilla pendant que Scott terminait son appel. Elle se redressa lentement, observant la pièce inconnue. Où sommes-nous ? En lieu sûr. Nous allons voir quelqu'un qui peut nous aider. Ils prirent leur petit déjeuner dans un autre restaurant. Puis Scott acheta des livres et des crayons pour Holly à la pharmacie. Le bâtiment du comté disposait d'un espace enfant où elle pouvait attendre un médecin. Martinez les retrouva dans son bureau au morgue du comté, un espace stérile qui sentait le désinfectant et le café. Un homme grand, aux cheveux grisonnants, portait des lunettes à monture métallique. Il avait travaillé comme médecin légiste pendant 23 ans et avait l'attitude prudente et méthodique de quelqu'un qui avait vu trop de morts pour les prendre à la légère. « Holly, c'est ça ? Je me souviens que ton père t'avait emmené au pique-nique de l'hôpital l'année dernière. Il était fier de toi. » La voix de Martinez était chaleureuse et sincère lorsqu'il s'adressa à l'enfant. Holly hocha poliment la tête, mais resta près de Scott, sa petite main agrippant sa chemise. « Quelle question précise as-tu sur le cas d'Aaron ? » Martinez demanda en ouvrant des fichiers sur son ordinateur. « La noyade. Racontez-moi ce que vous avez découvert lors de l'examen. » Scott s'installa sur la chaise en face du bureau de Martinez, une main sur l'épaule de Holly. L'expression de Martinez devint troublée tandis qu'il parcourait les dossiers numériques. « Honnêtement, Scott, certains aspects du cas de votre frère m'ont perturbé dès le début. L'instinct professionnel, vous comprenez. Quand quelque chose ne correspond pas au schéma attendu, cela soulève des questions. Quel genre de questions ? Votre frère présentait d'importantes ecchymoses au cou et à la gorge. Le schéma et l'emplacement ne correspondaient pas à ceux d'un choc contre des rochers lors d'une chute dans l'eau. » Martinez tourna son écran pour que Scott puisse voir les photos d'autopsie. Ces marques suggèrent une compression manuelle. Scott étudia les images avec sa formation médicale, voyant ce que Martinez avait vu. Les ecchymoses formaient un schéma clair autour de la gorge d'Aaron, la pression du pouce d'un côté pour les doigts de l'autre. Le genre de marque laissée par des mains humaines, pas des impacts aléatoires avec des pierres du lac. Martinez a également poursuivi, la quantité d'eau dans ses poumons était minime comparée à ce que l'on observe généralement chez les victimes de noyade. La plupart des personnes qui meurent noyées aspirent d'importantes quantités de liquide en cherchant de l'air. Votre frère en avait très peu, ce qui signifie qu'il était déjà inconscient lorsqu'il est entré dans l'eau ou déjà mort. Martinez a montré d'autres photos montrant les poumons d'Aaron lors de l'examen. Les lésions tissulaires suggéraient qu'il avait cessé de respirer avant l'inhalation importante d'eau. Scott a senti les pièces d'un terrible puzzle s'assembler dans son esprit. Et l'heure du décès ? C'est une autre anomalie qui m'a troublé. Martinez a vérifié ses notes. D'après la température corporelle, les profils de lévitation et les facteurs de décomposition,
votre frère était mort depuis environ 4 à 6 heures lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Mais d'après le rapport d'incident, l'appel au 911 a été reçu à 18h15. Aaron est donc décédé entre midi et 14 heures. C'est mon estimation professionnelle. Oui. Scott a réfléchi à la chronologie. Véronica prétendait avoir fait des courses en ville cet après-midi, puis être rentrée chez elle vers 17h et avoir constaté la disparition d'Aaron. Elle a dit l'avoir cherché pendant plus d'1 heure avant de trouver son corps dans le lac et d'appeler à l'aide. Mais si Martinez avait raison, Aaron était mort des heures avant que Véronica ne passe cet appel. Scott sentit les pièces du puzzle s'assembler. Avez-vous partagé ces inquiétudes avec quelqu'un? Martinez hésita. J'en ai discuté avec l'inspecteur Patterson. Il a dit que les ecchymoses auraient pu se produire lors des tentatives de sauvetage. L'affaire a été classée pour mort accidentelle. Patterson. Scott connaissait le nom. Un inspecteur paresseux à 2 ans de la retraite. Le genre de personne qui évite les affaires compliquées. Puis-je obtenir des copies de ces photos? Dans quel but? Pour avoir l'esprit tranquille. Je suis médecin. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Martinez a imprimé les pages concernées. Scott, si vous soupçonnez quelque chose, vous devriez en parler à la police. Je le ferai. Merci d'avoir été minutieux. Dehors, Holly attendait patiemment avec son cahier de coloriage. Elle a dessiné une maison au bord d'un lac. Au crayon, l'endroit paraissait paisible. En réalité, c'était une scène de crime. Ce soir-là, Scott appela Bryce René. Son ancien chef d'escouade des marines dirigeait désormais une société de sécurité privée à Portland. Si quelqu'un pouvait l'aider à dénicher des informations sur Véronica, c'était Bryce. Scott, ça fait trop longtemps. Comment vas-tu? Pas terrible. J'ai besoin de ton aide pour un sujet sensible. Nomme-le. Scott expliqua la situation. L'histoire de Holly, l'autopsie suspecte, la police d'assurance. Bryce écouta sans interruption. Tu veux que je fouille les antécédents de ta belle-sœur? Des antécédents approfondis. Dossier financier, relevé téléphonique, historique de voyage, tout ce qui montre ses activités avant la mort d'Aaron. Ça va demander des recherches. Donne-moi 48 heures. En attendant, Scott garda Holly près de lui. Ils allèrent à la bibliothèque, au parc, mangèrent dans des petits restaurants, des activités normales qui semblaient complètement anormales dans les circonstances. Véronica appela 2 fois. Les 2 fois, Scott répondit avec une normalité prudente. Comment va ma petite fille? Elle va bien. Nous sommes allés au zoo aujourd'hui. C'est sympa. Je devrais être à la maison samedi soir. Prends ton temps. On s'amuse bien. Mais la voix de Véronica était tendue. Elle s'inquiétait de quelque chose. Jeudi matin, Bryce a rappelé. Il a trouvé des contacts intéressants. Tu peux me retrouver à Portland? Je reste mobile pour le moment. Tu peux venir en voiture? 2 heures plus tard, Bryce arrivait à leur nouveau motel. Il avait la même apparence. Épaules larges, regard attentif, barbe grisonnante, le genre d'homme qu'il avait maintenu en vie en Afghanistan. Holly faisait la sieste, alors Scott et Bryce discutaient tranquillement sur le balcon du motel. Ta belle-sœur a été occupée, dit Bryce en ouvrant une tablette. Les relevés financiers font état d'importants dépôts en espèces au cours des 6 derniers mois. Aucune source précise. Quel montant? 20 000 en mars, 15 en avril, 20 autres en mai. Aaron n'était pas au courant des revenus supplémentaires. On dirait que non. Les dépôts ont été versés sur un compte séparé. Les relevés bancaires font état de retraits réguliers d'un peu moins de 10 000, restant en dessous des seuils de déclaration fédéraux. Scott a étudié les données. Blanchiment d'argent ou paiement de services. C'est là que ça devient intéressant. Bryce a consulté les relevés téléphoniques. Véronica a été en contact fréquent avec un numéro enregistré au nom de Néo Ramos. Il s'avère que Neil Ramos est un pseudonyme. Pour qui? Colton Wilder. Auparavant condamné pour fraude immobilière en Californie. Il a purgé 18 mois de prison, puis est sorti il y a 2 ans. Il travaille maintenant dans le bâtiment en Oregon sous un faux nom. Le travail dans le bâtiment rapporte $20 000 par mois. Pas légalement. Bryce a montré à Scott une photo de surveillance.
J'ai suivi le numéro jusqu'à un chantier à Bent. Voici le petit ami de ta belle-sœur. La photo montrait un homme grand aux cheveux noirs en train de charger des outils dans un camion. Véronica se tenait à côté de lui, la main sur son bras. Quand a-t-elle été prise? Bryce a vérifié ses notes. 12 jours avant la mort de ton frère. Scott sentait une colère froide monter en lui. Pendant qu'Aaron travaillait tard le soir pour subvenir aux besoins de sa famille, Véronica planifiait son meurtre avec son petit ami criminel. Et ce n'est pas tout. Bryce poursuivit, Hot Record et Ben montrent que Véronica et Colton se sont enregistrés ensemble plusieurs fois au cours des 4 derniers mois. Toujours en liquide. Pouvez-vous remonter plus loin dans les antécédents de Colton? Il a déjà procédé à 2 arrestations pour agression. Une condamnation pour fraude à l'assurance. Il a simulé une glissade et une chute dans une épicerie. Ce type est un criminel endurci. Scott regarda Holly par la fenêtre du motel, qui dormait encore paisiblement. Elle ignorait totalement le danger qu'elle courait. Bryce, j'ai besoin de matériel de surveillance, de caméras, d'enregistreurs, de traceurs GPS. Qu'est-ce que tu prévois? Véronica va agir à son retour. Elle a besoin de la garde d'Holly pour déposer une déclaration de sinistre. Je veux la prendre en flagrant délit. Bryce hocha lentement la tête. Je peux te trouver le matériel, mais Scott, si tu as raison, ces gens ont déjà tué une fois. Je sais. C'est pourquoi je vais être prêt. Vendredi soir, Scott a reçu ce qu'il attendait, un SMS pour Véronica. Vol retardé. Je ne serai pas à la maison avant dimanche. Vraiment désolé. Ce retard lui a donné le temps de se préparer. Bryce avait livré un carton de matériel de surveillance cet après-midi-là. Caméra miniature, microphone sans fil, traceur GPS, enregistreur numérique, tout ce dont Scott avait besoin pour monter un dossier solide. Mais il devait d'abord forcer la main à Véronica. Scott s'est rendu dans un photocopieur de la ville voisine et a utilisé leur ordinateur pour créer un faux en-tête de lettres pour le cabinet d'avocats Patterson & Associates. Il a ensuite rédigé une mise en demeure. Concernant la succession d'Aaron Michael Consinked. Avis de ce que ce bureau a été retenu pour contester les arrangements financiers de la succession susmentionnée. Des preuves suggèrent des irrégularités potentielles dans les documents d'assurance et les désignations de bénéficiaires. Toutes les demandes d'indemnisation sont par la présente soumises à un examen juridique en attendant l'enquête. Veuillez contacter ce bureau immédiatement pour fixer un rendez-vous pour une déposition. Cordialement, Robert Patterson ESQ. Scott a imprimé la lettre sur du papier coûteux et l'a envoyée à l'adresse de Véronica depuis 3 bureaux de poste différents. Elle la recevrait lundi matin. Samedi, il avait installé du matériel de surveillance chez lui, caméra dans le salon et la cuisine, micro dans toutes les pièces principales, traceur GPS sous son camion, tout sans fil, tout enregistrant sur un serveur cloud contrôlé par Bryce. Dimanche soir, Scott et Holly rentrèrent chez lui. Ils préparèrent le dîner. Ensemble, des spaghettis à la sauce tomate, le plat préféré de Holly. Elle semblait plus détendue, mais sursautait encore à chaque bruit inattendu. Oncle Scott, maman va-t-elle essayer de me faire du mal? La question le frappa comme un coup de poing. Il s'agenouilla et prit ses petites mains dans les siennes. Je ne laisserai personne te faire du mal. C'est promis. Et si elle essaie? Alors elle devra d'abord me passer par la tête. Holly hocha la tête solennellement. À 6 ans, elle comprenait mieux le danger que la plupart des adultes. À 21h, le SUV de Véronica s'engagea dans l'allée. Véronica frappa à la porte d'entrée avec des coups secs et impatients. Scott l'ouvrit lentement, se tenant entre elle et Holly. Où est ma fille? Dans le salon. Elle regardait la télévision. Véronica le dépassa. Elle avait l'air différente, plus mince, plus anguleuse. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Holly, maman est rentrée. Holly leva les yeux du canapé, mais ne s'approcha pas de sa mère. Salut, maman. Viens me faire un câlin. Tu me manques tellement. Holly jeta un coup d'œil à Scott, puis s'approcha à contre-cœur pour une brève accolade. Véronica s'attarda trop longtemps, comme si elle s'en appropriait le contrôle. Tu t'es bien amusé avec tonton Scott? Oui. Bien. Va faire tes bagages. On rentre? En fait, Scott dit, il faut qu'on parle d'abord. Le regard de Véronica s'éclaircit. À propos de quoi, Holly?
Tu peux aller dans ta chambre quelques minutes? Les adultes ont besoin de discuter de certaines choses. Holly hocha la tête et monta à l'étage. Scott attendit d'entendre sa porte se fermer. J'ai contacté la compagnie d'assurance d'Aaron. Il dit calmement que le visage de Veronica devint vide. Pourquoi? Pour leur faire savoir que je contesterai toute déclaration de police d'assurance. On se demande comment Aaron est vraiment mort. Il s'est noyé. Tu le sais. Vraiment? Scott s'est rapproché pour observer ses réactions, car je réfléchissais à la chronologie. Tu as appelé le 911 à 18 heures. Mais le coroner dit qu'Aaron est mort vers 14 heures. Veronica a serré les dents. Je ne vois pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Aaron était mort depuis 4 heures avant que tu appelles les secours. Ce n'est pas un accident. C'est de la préméditation. Tu es triste d'avoir perdu ton frère. Je comprends, mais inventer des théories du complot ne le ramènera pas. Scott a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Puis, explique-lui la police d'assurance. Laquelle? La police d'assurance vie de 2 millions de dollars qu'Aaron était censé signer. Celle qui te rendrait, toi et Holly, très riches. Le sang-froid de Veronica s'est légèrement fissuré. Heure a parlé d'assurance. Et alors? Il ne l'a jamais signé. Mais tu avais besoin de cet argent, n'est-ce pas? Toi et ton petit ami Colton. Veronica resta complètement immobile. Je ne connais personne du nom de Colton. Neil Ramos. Et puis l'ouvrier du bâtiment que tu rencontrais dans les chambres d'hôtel pendant que ton mari travaillait de nuit. Tu m'espionnais. Scott sourit sans chaleur. J'enquête sur le meurtre de mon frère. Veronica recula vers la porte, mais Scott s'écarta, lui barrant le passage. Voilà ce qui va se passer, continua-t-il. Tu vas avouer le meurtre d'Aaron. Tu vas expliquer comment tu as planifié ça avec Colton, et tu vas le faire pendant que ce téléphone enregistre chaque mot. Tu es folle. Je prends ma fille et je m'en vais. Non, pas du tout. Ils se fixèrent du regard un long moment. Puis le masque de Veronica tomba complètement et Scott vit le calcul froid qui se cachait sous-jacent. Ce que tu crois savoir n'aura aucune importance, dit-elle doucement. J'aurai tout bientôt de toute façon. Le téléphone de Scott capta chaque mot. Veronica le dépassa en direction de l'escalier. Holly, descends tout de suite. Mais Holly ne répondit pas. Scott l'avait envoyé par la porte de derrière dès l'arrivée de Veronica, lui demandant d'attendre chez Darla. Où est-elle? La voix de Veronica s'éleva jusqu'à un cri. En sécurité, loin de toi. Veronica se retourna, le visage tordu de rage. C'est ma fille. Tu ne peux pas me la séparer. Je ne peux pas avant que la police ne t'arrête pour meurtre. Veronica sortit son téléphone et composa frénétiquement un numéro. Colton, on a un problème. Scott sait quelque chose. Il la tient. Je dois d'abord m'occuper de lui. Elle raccrocha et sourit à Scott. Tu te crois si intelligent, mais tu viens de signer ton arrêt de mort. Scott feignit d'être bouleversé par la menace de Veronica. En réalité, tout se déroulait exactement comme prévu. Écoute, on peut peut-être trouver une solution, dit-il d'une voix empreinte de peur. Je ne veux pas d'ennui. Trop tard. Et si je te confiais la garde? Prends Holly et pars. Je ne poserai pas de questions. Veronica étudia son visage. Si tu fais ça, Aaron est mort. Rien ne le ramènera. Il vaudrait peut-être mieux que Holly grandisse avec sa mère. C'était un mensonge au goût de poison, mais Veronica voulait y croire. Où est-ce qu'on se retrouve? Demanda-t-elle. Scott réfléchit attentivement. À la maison d'Ollick, où Aaron est mort. Ça me semble approprié. Quand? Ce soir, minuit. Apporte les papiers nécessaires pour le transfert de garde. Veronica hocha lentement la tête. Et Holly, je l'y convoquerai. Après le départ de Veronica, Scott appela l'inspecteur Frel. Il consulta son casier judiciaire. Arrestation sans faute, condamnation ferme, aucun scandale de corruption. Inspecteur Frel. Ici Scott Consinked. Je dois signaler un meurtre. Qui a été tué? Mon frère Aaron. Il y a 3 mois. Il a été déclaré noyade accidentelle, mais j'ai des preuves qu'il s'agissait d'un homicide prémédité. Pouvez-vous venir au poste?
En fait, j'organise une confrontation contrôlée ce soir. L'auteur des faits passera aux aveux sur bande magnétique. J'ai besoin de renforts. Monsieur Concinqued, c'est impossible. Inspecteur, si vous ne m'aidez pas ce soir, un enfant de 6 ans va disparaître à jamais. Le tueur a déjà menacé ma vie. Cela se produit, que vous soyez là ou non. Frêle resta silencieuse un instant. Où et quand? Scott lui donna les détails. Garez-vous de l'autre côté de la route. Je porterai un micro sans fil. Tout sera enregistré. Si ça tourne mal, ça ne se passera pas. Ces gens sont cupides, pas malins. À 23h30, Scott se dirigea vers la maison du lac où son frère était mort. L'étroite route d'accès serpentait à travers une dense forêt de pins, le gravier crissant sous ses pneus. Pas de lampadaire, pas de maison, pas de témoins. Aaron avait choisi cet endroit spécialement pour son intimité, lorsqu'il voulait pêcher sans être dérangé. Ce soir, cet isolement le rendait parfait pour un autre type de confrontation. Scott se gara à 50 mètres de la maison et vérifia son équipement une dernière fois. Micro sans fil accroché à l'intérieur de sa chemise. Batterie entièrement chargée et transmet clairement à la station de surveillance de Bryce à 3 km. Enregistreur numérique de sauvegarde dans la poche de sa veste au cas où le système primaire a échoué. GPS bécon à cousu dans sa ceinture afin que le détective Frêle puisse suivre son emplacement exact même si tout le reste se déroulait. Le Lécouz était assis sombre parmi les arbres imposants, exactement comme Aaron l'avait quitté il y a 3 mois. Scott avait évité de venir ici depuis les funérailles. Incapable de faire face aux souvenirs des étés d'enfance et des voyages de pêche pour adultes qui étaient maintenant tachés de façon permanente avec la connaissance du point de meurtre, 2 ensembles de phares sont apparus sur la route d'accès, se déplaçant lentement sur le terrain accidenté. Le SUV noir de Veronica a ouvert la voie, suivi d'une camionnette bosselée qui appartenait à Colton. Ils se sont garés près de la cabine et sont sortis, leur voix portant clairement dans l'air de la nuit. « Tu es sûr qu'il est venu seul ?» La voix de Colton était plus profonde que Scott ne l'avait prévu, avec une légère râpe qui suggérait des années de fume. Il a dit qu'il l'avait fait, mais Scott n'est pas stupide. La réponse de Veronica apportait l'attention de quelqu'un essayant de maintenir le contrôle tandis que tout s'est effondré autour d'elle. Nous devons être prudents. Il est prudent ce qui nous a amenés dans ce gâchis. J'aurais dû gérer le beau-frère il y a des mois. Il n'y avait pas de temps. La mort d'Aaron a dû sembler accidentelle. Et puis Scott a commencé à poser des questions trop rapidement. Scott est sorti de l'ombre près du porche de la cabine, ses mains visibles et vides. Les 2 criminels se sont tournés vers lui. La main de Colton se déplaçant instinctivement vers quelque chose sous sa veste. « Vous êtes venu seul comme vous l'avez promis ?» demanda Veronica, ses yeux scannant l'obscurité derrière Scott pour des signes de sauvegarde. « Juste moi. Au lit en sécurité avec des amis. » Scott a gardé sa voix calme et stable. « Où sont les documents de garde ?» Ici Veronica a tenu un dossier de manille. « Mais d'abord, nous devons discuter des termes qui vont au-delà de ce dont nous avons parlé au téléphone. » Scott s'y attendait. Des criminels comme Veronica n'ont jamais honoré des accords simples lorsqu'ils pourraient compliquer les choses à leur avantage. Quels termes supplémentaires? Colton s'est déplacé vers la gauche de Scott, essayant de le flanquer tout en restant dans l'ombre. Positionnement professionnel qui a confirmé son expérience de violence. Les termes sont simples, a déclaré Veronica, se rapprochant de la lumière du porche de la cabine pour que Scott puisse voir clairement son visage. Vous signez la garde, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la mort d'Aaron et disparaissez de nos vies en permanence. C'était déjà l'affaire. Non, l'accord initial supposait que vous n'étiez qu'un frère en deuil qui voulait éviter le drame familial. Maintenant, nous savons que vous enquêtez activement sur la mort d'Aaron et que vous parlez avec les médecins médicaux. Le masque de fausse préoccupation de Veronica était complètement tombé, révélant le calcul du froid en dessous. Cela change tout. Scott a senti le microphone sans fil ramasser chaque mot. Comme Veronica a poursuivi, vous voyez, Scott, vous avez le même problème qu'Aaron a eu. Vous êtes trop honnête pour votre propre bien, trop moral, trop peu disposé à regarder dans l'autre sens lorsque des mensonges pratiques faciliteraient la vie de tout le monde. Qu'est-ce que cela signifie poser des questions sur les questions, mais il ne pouvait toujours pas enquêter. Épris et tout est compliqué. Veronica a continué. Le microphone de Scott a capturé chaque mot. Vous l'avez donc tué pour de l'argent. Je l'ai tué parce qu'il était sur le chemin.
La voix de Véronica se leva avec une fureur soudaine. Savez-vous ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui pense être meilleur que vous? Qui juge toutes les décisions que vous prenez? Mieux que d'être marié à un meurtrier. Colton s'est rapproché, mais Scott a tenu le terrain. Aaron vous a fait confiance, a déclaré Scott. Aaron était faible, tout comme vous. Les yeux de Véronica scintillaient au clair de lune. Mais ne vous inquiétez pas, Holly ne se souviendra pas de vous après quelques années. Vous ne toucherez pas cet enfant. Je ferai ce que je veux avec ma fille. Peut-être que Colton et moi l'emmènerons en voyage. Les enfants disparaissent tout le temps. Scott sentit Rage en train de construire sa poitrine, mais il a gardé sa voix stable. Alors, tu vas me tuer et kidnapper Holly. Nous allons mettre en scène un autre accident. L'oncle de chagrin se poursuit sur les lieux de la mort de son frère. Très tragique. Colton s'est rapproché avec le couteau. J'aurais dû s'occuper de votre affaire. Tout comme Aaron aurait dû signer les journaux, Véronica a ajouté, si vous n'aviez pas hésité, Aaron l'aurait signé et nous aurions fini avec tout cela. Maintenant, nous devons nettoyer à nouveau. La confession était terminée. Le temps pour la cavalerie. Les faisceaux de lampes de poche ont traversé l'obscurité alors que le détective Frel et deux officiers en uniforme émergeaient du couteau. Le poignet de Colton, en utilisant un effet de levier pour le faire par le sol. Et conspiration pour commettre un meurtre. Clairement. Si vous n'aviez pas hésité, Aaron l'aurait signé et nous aurions fini avec tout cela. Le procès a duré 6 semaines. Colton a conclu un accord de plaidoyer et a témoigné contre Véronica en échange de la prison à vie au lieu de la peine de mort. Son témoignage a rempli les détails que Scott avait soupçonnés. Véronica a rencontré Colton dans un casino en avril. Ils ont commencé une affaire, puis ont commencé à planifier le meurtre d'Aaron lorsqu'elle a appris le paiement potentiel de l'assurance. Le plan était simple. Demander à Aaron de signer la politique, attendez quelques mois, puis organiser un accident. Mais Aaron est devenu suspect et a refusé de signer. Ils ont donc déménagé au plan B, le tuer d'abord, puis forger sa signature plus tard. Véronica avait besoin de la garde légale de Holly pour déposer la réclamation en tant que tuteur de l'enfant. Avec Aaron et Scott dead, elle aurait été le seul parent vivant de Holly. L'enregistrement du Lécouse a joué plusieurs fois pour le jury. La voix de Véronica est claire et froide. Je l'ai tué parce qu'il était sur le chemin. La défense a tenté de revendiquer une détresse émotionnelle, mais la preuve de la préméditation était écrasante. Reçu de l'hôtel, record téléphonique, transactions financières, tout ce qui a peint une image du meurtre calculé. Véronica a été condamnée pour tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, fraude, complot, mise en danger des enfants et tentative de meurtre. Le juge l'a condamnée à la vie sans libération conditionnelle. Après le procès, Scott a légalement adopté Holly. Il a vendu sa maison à Crestfield et a déménagé dans une petite ville de la chaîne côtière. Air plus propre, moins de personnes, pas de souvenir de la mort d'Aaron qu'il a trouvé de travail avec une société de conseil médical, en examinant les cas à distance. Cela a bien payé et l'a laissé à la maison à temps partiel. Le détective Frel a visité une fois pour les vérifier. Elle a trouvé Scott sur son porche en regardant Holly jouer avec le chien d'un voisin. Des regrets, elle a demandé. À propos de quoi? N'essayez pas de lui pardonner. Certaines personnes diraient que le maintien de la colère n'est pas en bonne santé. Scott regarda Holly rire tandis que le chien se léchait le visage. Le son était la meilleure chose dans son monde. Le pardon est pour les gens qui cessent de mentir, dit-il tranquillement. Frel hocha la tête et les laissa en paix. 6 mois plus tard, Scott avait construit une bonne vie pour Holly. Elle a fréquenté une petite école avec des enfants qui ne connaissaient pas son histoire. Elle a dessiné des photos de fleurs au lieu de lacs. Elle sourit plus souvent. Bryce s'est rendu à Portland, apportant des histoires sur son groupe de survie paranoïaque et leur dernière théorie sur la surveillance du gouvernement. Darla a envoyé des cookies et des lettres de Crestfield, les mettant à jour sur les potins du quartier. Mais la meilleure partie a été de regarder Holly grandir en sécurité, protégée contre les personnes qui auraient détruit sa vie pour de l'argent. Scott n'a plus jamais parlé le nom de Véronica. Certaines personnes ne méritaient pas le souvenir. Point. Les soirées tranquilles, il s'assit sur son porche et regarda Holly jouer dans la cour. La colère dans sa poitrine s'était refroidie à quelque chose de plus difficile et plus permanent. Un engagement à la vérité sur le réconfort, la justice sur le pardon. Aaron était parti,
Mais Oli était vivant et en sécurité. C'était suffisant.